Bonjour, bienvenue à cette conférence spéciale Parcoursup qui a pour but d'éclaircir certains points qui pourraient ne pas forcément être clairs. Bonjour à vous, je suis Réal, l'animateur, et je suis en présence de 4 intervenants qui vont vous expliquer un peu, vous préciser certaines choses sur Parcoursup. Je les laisse se présenter. Bonjour, je suis Dimitri Garcia. Moi, je m'occupe des filières plutôt liées au concours pour devenir enseignant en sciences de la vie et de la terre. Et sinon, je travaille aussi, je suis enseignant en biologie plus généralement. Bonjour, je suis Laurent Moretti. Je suis référent orientation et suivi pédagogique pour le champ LAC, lettres, langues, arts et communication. Et je vous présenterai les critères de Parcoursup. Bonjour, je suis Fabrice de Copini, je suis géographe et moi je suis le référent d'orientation concernant les filières d'histoire, sociologie, géographie et ethnologie. Bonjour, je m'appelle Evangelia Rouméas et je suis la directrice du CIO de Menton. Tout d'abord, j'aimerais dire aux élèves que pour faire un bon choix d'orientation, cela suppose que l'on ait vraiment réfléchi sur soi et que l'on soit bien informé. Premièrement, mener une réflexion sur soi consiste à faire le bilan de ses intérêts scolaires et extrascolaires, ses compétences scolaires et extrascolaires, mais aussi ses qualités en cours et en dehors du contexte scolaire. Deuxièmement, c'est chercher toutes les informations sur les formations. Pour cela, plusieurs outils sont mis à disposition, notamment la plateforme Parcoursup, sur laquelle nous pouvons trouver plein d'informations. La plateforme Parcoursup se déroule sur 3 étapes, essentiellement. La première étape, c'est chercher toutes les informations sur les formations. Deuxième étape, c'est de créer son dossier, saisir ses vœux et valider son dossier. Et la troisième étape, c'est accepter les vœux et faire son inscription administrative. Alors les commissions, quelques points. En fait, les commissions sont constituées chaque année. Ça, c'est important. Donc depuis 2 années, à partir donc, on va dire de avril-mai, on a des commissions qui vont se faire pour on va dire chaque matière, chaque filière, donc on a différents niveaux, mais voilà, les commissions vont être définies avec un ensemble de personnes qui vont travailler sur des points précis par rapport aux différentes filières proposées. Donc, il y a des critères sur lesquels on va revenir dans un instant. On va également travailler sur les différentes matières qui vont être évaluées, qui vont être prises en compte dans Parcoursup avec des coefficients donnés. Et cela, c'est hyper important pour chaque bac. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail en amont parce qu'il y a une grande quantité de bacs. Souvent, on pense que les bacs, il n'y a que les bacs généraux. Mais si on prend l'ensemble des bacs, il y en a énormément et beaucoup de bacs donc, sont ici liés à Parcoursup. Donc, il y a un calibrage qui est fait en amont par les équipes, par les commissions qui vont du coup calibrer des coefficients et des matières par rapport aux différentes filières qui sont proposées. Également, il y a les lettres de motivation, les lettres qui vont expliquer un petit peu le pourquoi vous candidatez, pourquoi vous aimeriez venir et faire cette filière-là. Les lettres sont lues, sont évaluées et surtout, elles sont aussi lues pour voir si elles sont en adéquation avec le projet. Ça, c'est hyper important parce que faites attention, mais lorsque vous candidatez sur différentes filières, veillez à bien renseigner, mettre la bonne lettre en face de la bonne filière. Parce que voilà, il y a eu de belles surprises. Des fois, on veut aller en maths et on fait une lettre très élogieuse pour venir en biologie ou en lettres. Ou voilà, bon. Donc là-dessus, il faut faire attention. Et donc ça, c'est hyper important. L'autre point, c'est que chaque année, les commissions changent. Chaque année, en fait, tout est remis un petit peu dans le sac, dans le sens où chaque année, les coefficients sont réajustés. Chaque année, les modalités peuvent varier. Donc, c'est pas parce que l'année d'avant, certaines choses ont été peu prises en compte que l'année suivante, elles ne seront pas prises on va dire, avec un coefficient plus élevé ou que les lettres soient notées avec un coefficient plus élevé, etc. Chaque année, ça change. Et ça, c'est spécifique pour chaque filière, pour chaque filière. En fait, je cherche le terme à chaque fois, c'est ça.
Si je prends l'exemple spécifique des sciences de la vie, par exemple. En sciences de la vie, en terminale, vous savez que vous avez que 2 matières scientifiques à choisir. Par rapport en classe de première, vous en aviez 3 au préalable. Et là-dessus, si vous voulez aller, par exemple, en sciences de la vie, il est majeur d'avoir parmi les deux matières prises pour la classe de terminale, que vous ayez les sciences de la vie et de la Terre. L'autre, peu importe, que ce soit maths ou physique. Par contre, si vous voulez aller en maths, bien sûr, il faut le prendre en priorité. Et à côté de ça, vous avez soit sciences de la vie et de la Terre, soit physique. Comme les maths à Nice sont dans un département qui sont couplés avec la physique-chimie, c'est peut-être plus intéressant, peut-être plus judicieux de prendre avec maths la physique-chimie pour candidater, parce que du coup, ces matières-là seront enseignées en première année. Donc, on pourra y revenir tout à l'heure aussi, mais c'est important d'être en adéquation avec ce que vous allez avoir par la suite en première année en fonction de vos demandes. Si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Oui, je vais compléter en parlant des critères que les commissions examinent particulièrement. Alors, je vais les énumérer. Il n'y a pas de numéro d'ordre, mais elles sont toutes examinées sur le même point. D'abord, les notes des 2 dernières années. Sachez que les notes de première sont également regardées et que les bulletins sont examinés à la loupe souvent, et nous regardons avec un grand intérêt les appréciations des professeurs. C'est le 2e point sur lequel je voudrais m'arrêter. Les qualités de sérieux, la motivation d'un étudiant est souvent évaluée par ses professeurs. On préférera un étudiant qui a un 12 de moyenne et pour lequel il est écrit que l'étudiant est sérieux, motivé, investi dans sa formation, que quelqu'un qui aura 14 de moyenne et pour lequel il sera écrit étudiant un peu laxiste qui se moque de ce qu'il fait. Voilà. Ensuite, nous regarderons très attentivement la lettre de motivation. Alors, cela ne veut pas dire qu'il faut que vous alliez faire votre lettre de motivation par un ami, mais cette lettre de motivation, on la regarde attentivement pour savoir si votre projet est cohérent et si vous avez réellement envie de rejoindre la formation pour laquelle vous postulez. Ensuite, évidemment, nous regarderons, et ça c'est tout l'intérêt du nouveau bac, les choix de spécialité que vous avez effectués. Comme mon collègue tout à l'heure, si vous avez décidé de rejoindre les lettres modernes, évidemment, on sera attentif au fait que vous avez choisi parmi les 2 choix de spécialité, bien sûr, j'allais dire une UE, mais une option de littérature, quelque chose de littéraire. Et enfin, on regardera aussi la cohérence de votre projet par rapport à ce que vous avez fait de façon extrascolaire. Est-ce que vous êtes investi dans quelques missions extrascolaires qui montrent que vous avez envie de rejoindre une formation? Pourquoi cela? Parce que toutes les formations que nous proposons à l'université ne sont pas forcément des matières, des disciplines qui vous ont été enseignées au lycée. Je prends l'exemple de psycho ou de infocom. Si vous souhaitez rejoindre infocom, vous n'avez jamais eu la matière infocom au lycée. Donc, on vous demandera, on lira à travers votre lettre de motivation l'intérêt que vous portez à la communication. Et cet intérêt, ne mettez pas des grandes phrases bateau. Voilà. Dernier point, dans votre lettre de motivation, soyez attentif à la syntaxe et à l'orthographe parce que ce sont des professeurs qui vont regarder votre lettre et qu'un trop grand nombre de fautes d'orthographe traduit une immaturité. Voilà, je vous lis. Merci. Oui, alors moi, je voulais revenir un peu sur l'université de Nice, qui est une université à taille humaine. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une université à taille humaine? C'est une université qui, à l'origine, regroupait énormément de disciplines. On a sciences, on a sciences humaines, on a aussi psychologie, on a droit, économie. Donc, il n'y a que 2 formations que l'on ne donne pas, c'est architecture et pharmacie. Mais bon, voilà. Ceci étant dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en même temps, cette université offre des choix de passerelles entre les différentes disciplines. Alors bien sûr, si vous avez fait un bac littéraire, aller en maths, ça va être un peu difficile, mais généralement, ce qui peut se faire facilement, c'est dans un portail sciences ou dans un portail sciences humaines, de changer à un moment donné d'orientation. Et ça, c'est important. Alors, il faut bien comprendre que vous allez faire des choix. Ces choix peuvent être à un moment donné, je dirais, parce que vous apercevez que vous êtes trompé et vous avez le droit de vous tromper.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'à 18 ans, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de ne pas savoir ce que vous voulez faire exactement, et puis vous vous êtes fait une idée de la formation, et puis ça ne correspond pas du tout à ce que vous étiez mis dans la tête. C'est pas grave, ça. De toute façon, vous avez le temps de faire vos études. Et je pense que dans une société où on vous pèse, on vous prend par le temps, etc., ici à l'université, on va vous donner du temps pour faire vos études. Ça, j'insiste à le dire. C'est-à-dire que si vous loupez un semestre, c'est pas grave. Vous allez pouvoir le reprendre. Ce que nous voulons, c'est que vous réussissiez dans vos choix professionnels, dans vos choix d'études. Voilà. Donc, déjà, la première chose, quand je dis une université à taille humaine, ça veut dire qu'il y a par exemple, moi, si je prends les formations un peu moins tendues que psychologie, bien sûr, Infocom ou LEA, où il y a beaucoup de monde. Si je prends, par exemple, histoire, géographie, ethnologie et sociologie, on est des petits effectifs où les étudiants sont suivis, mais c'est la même chose aussi peut-être en sciences, en géologie, en chimie, où il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Donc, sachez une chose, c'est que dans beaucoup de formations, vous êtes des petits effectifs. Ce qui veut dire que quand vous allez faire votre choix de Parcoursup, surtout, ne vous limitez pas dans vos choix. Il faut absolument que vous fassiez plusieurs choix sur plusieurs universités, mais au sein même de l'université de Nice, faire plusieurs choix parce qu'il se peut peut-être que vous hésitiez. Et moi, je peux comprendre un étudiant un jeune bachelier qui a pris maths à un moment donné, mais qui aime bien la littérature, se dit finalement, peut-être qu'à un moment donné, je ne voulais pas faire des maths parce qu'on m'a toujours dit, mes parents, tu es un bon matheux. Et puis là, vous découvrez Chateaubriand et puis vous voulez faire de la littérature. Donc, l'université, c'est d'avoir un lieu de liberté. Et vous avez la possibilité à un moment donné de faire plusieurs choix. Donc, vous avez le choix. Si vous êtes de faire un choix, je prends bien sûr une chose caricaturale, vous pouvez très bien demander de rentrer en première année de mathématiques, de sciences, et puis de faire un autre choix en littérature. Vous n'êtes pas du tout restreint dans votre choix. Okay ? Ça, c'est ce que je voulais vous dire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, n'oubliez pas que l'université est un service public et il y a une mission de service public derrière. Alors bien sûr, on entend souvent que des étudiants peuvent se retrouver sans rien après Parcoursup. Non, il y aura une solution pour trouver une formation pour vous et pour vous. Donc voilà. Ce que je voulais dire un peu de manière un peu générale, et concernant sur les formations, bien sûr, vous avez les formations de licence et puis bien sûr les doubles licences qui sont des formations d'excellence où là, on prend que 36 étudiants à 36 étudiants par licence, ou 40, ça dépend un peu des différentes licences. Et là, on est vraiment sur ce qu'on appelle des formations d'excellence, c'est-à-dire que l'étudiant lui demandera beaucoup de travail, c'est-à-dire qu'il va devoir non pas seulement faire une licence, mais en faire deux. Donc, ce qui veut dire un double, voire un triple travail. Donc, là-dessus aussi, n'oubliez pas que l'université, par rapport aussi aux classes préparatoires, offre aussi des formations d'excellence qui vont pouvoir après très facilement ouvrir sur les masters. Ça, c'est dans votre parcours professionnel, il va bien falloir à un moment donné. Alors ça, c'est très difficile, je l'admets, que vous sortez du bac et tout de suite vous pensez vous projeter à bac plus 5, ça c'est difficile. Mais sachez une chose, c'est que de plus en plus, il y a de moins en moins de places en master qu'il y a de sortants en licence. Ce qui veut dire que le master devient excessivement sélectif. C'est-à-dire que l'entrée à l'université n'est pas sélective à part les doubles licences. Je vais rebondir sur ce que disait mon collègue pour parler des résultats que vous obtiendrez dans un premier temps. Il est possible que certains d'entre vous n'aient rien au premier résultat qui vont tomber. Surtout, pas d'affolement. Je vais vous donner un exemple. La formation information-communication recevra l'année prochaine 315 étudiants. Mais chaque année, nous avons 2200 dossiers. Eh bien, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas qualifié sur les 315 premiers que vous ne serez pas en Infocom l'année prochaine. Regardez le rang du dernier prix l'année dernière, c'est-à-dire le dernier prix était le 1020e.
C'est-à-dire que le 1820e dossier a été pris alors qu'il n'y avait que 315 places. Donc, pas d'affolement. Ce n'est pas parce que vous êtes pris tout de suite que vous ne serez pas pris. La majeure partie des dossiers sont acceptés sur une formation et vous serez pris et vous pourrez suivre des études à l'université dans 99% des cas. Si en revanche, vous n'avez toujours rien début septembre, alors il y aura une procédure complémentaire qui vous permettra d'intégrer une formation. Pareil, je vais rebondir moi pour les sciences de la vie, par exemple, pour vous donner des chiffres. On a eu l'année dernière 2500 dossiers et 350 places à la base et on a pu prendre tout le monde, d'accord, pour les sciences de la vie. Donc là-dessus aussi, pas d'inquiétude. Voilà. Je ne sais pas si Fabrice, tu as des chiffres ou pas là-dessus. Nous, c'est différent parce que généralement, on a des petits effectifs et on est des disciplines qui sont mal connues du lycée. C'est-à-dire, quand un étudiant, par exemple, décide de faire ethnologie en première année, généralement, il vient d'un milieu social où il a entendu parler de l'ethnologie, sociologie aussi. Donc, sur la géographie aussi, ce qui se passe, c'est que la géographie ouvre sur les métiers de l'urbanisme et de l'environnement et généralement ce qui s'avère c'est que quand un étudiant choisit histoire, géographie, ethno et sociaux, il y a très peu de réorientation et c'est exactement ce qu'il veut dans sa tête et généralement on prend tous les dossiers, ça pose pas de problème ça. Ce ne sont pas des disciplines qui sont qui sont tendues. Ça, d'accord. Et le A, voilà. Et Laurent, alors du coup, pour la psycho? Alors, je sais qu'en psycho, c'est aussi la filière certainement la plus tendue de l'université. Et il y a de très nombreux dossiers et il n'y a pas les places pour tout le monde, même si c'est un grand département. Je crois qu'ils acceptent à peu près, je parle sous couvert de Fabrice, 600 à 700 étudiants en première année, mais il y a 3000 dossiers qui se listent. Donc, c'est peut-être la filière la plus tendue de l'université, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont pris. Je me permets d'ajouter quelque chose par rapport à l'attente. Donc, comme vous avez compris, qu'il faut persévérer, les élèves qui ont des réponses en attente, il faut persévérer, puisque des places se libèrent au fil de l'eau. Vous êtes invité à consulter régulièrement votre boîte mail ou sur les sites auxquels vous êtes abonné pour regarder ça. Juste un problème néanmoins pour les élèves qui n'ont que des réponses en attente. Vous êtes invités. Il y a un point d'étape obligatoire le 29 juillet, du 29 juin au 1er juillet, où il faut se connecter et maintenir vos réponses en attente. Voilà. Évidemment, à ces profils d'élèves, on conseille d'élargir leurs vœux, mais aussi, comme on vient de le dire, ne pas hésiter à se positionner sur des places vacantes via la procédure complémentaire, qui, elle, va jusqu'au mois de septembre. Moi, je voulais rajouter une chose aussi. L'entrée à l'université pose très peu de problèmes à ceux qui ont fait un bac général. Ce qui va poser certaines difficultés, après, c'est sur les bacs pro où ils vont être souvent ce qu'on appelle en oui-si. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir être acceptés si et seulement si ils font des cours supplémentaires ou bien ils font une année, au lieu de faire... ils vont faire une année en 2 ans. Voilà. Donc ça, c'est en fonction des différentes filières, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que les bacs pro sont généralement peuvent se retrouver en oui-si. Les bacs généraux seront beaucoup plus dans les oui en fonction des filières qu'ils ont choisies. Voilà. C'est pas une généralité, mais c'est souvent le cas. Alors je repars sur ce qu'est le oui-si. Certains d'entre vous recevront un oui. Vous êtes pris dans telle formation, mais vous devez suivre le oui-si. Alors, cette appellation un peu particulière signifie que selon les formations que vous aurez demandées, vous serez amené soit à avoir quelques heures supplémentaires de façon à vous mettre à niveau. Alors, mon collègue parlait des bacs pro. Il est évident qu'un bac pro qui a eu 2 heures de français et pas de philo
lorsqu'il rejoint une formation littéraire, eh bien, il va avoir des heures de littérature de façon à se mettre au niveau. Parce qu'un bac général, lui, il a eu 6 heures de philo, par exemple, par semaine dans l'année, et 5 heures de français l'année précédente, ou 4 heures de français. Donc, il est bien normal que l'étudiant en bac pro en sache moins que l'étudiant en bac général. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un WICI que vous êtes puni. Loin de là. Ça veut dire qu'on va vous aider à réussir votre année. Prenez-le de cette façon et acceptez ce WICI comme une chance. Dans d'autres formations, ce n'est pas des heures supplémentaires, mais on va vous proposer, en droit ou au STAPS, par exemple, de faire la première année en 2 ans. C'est encore une possibilité, vous avez moins d'UE. Cela vous permet de vous concentrer sur ce que vous avez à faire et de le faire au mieux, sans avoir une surcharge de travail qui pourrait vous être nuisible. Donc, dans tous les cas, prenez le WICI comme une chance. Et sachez aussi que même si vous êtes en bac général et que vous sentez en vous des lacunes, le WICI est toujours ouvert à tout le monde. On vous mettra sous cette vidéo 2 liens qui sont 2 vidéos qui ont été faites par 2 responsables de WICI, un sur une personne donc responsable sur le portail site et une personne responsable sur le portail des sciences de la vie. Voilà, ce sont 2, on va dire, 2 entretiens, 2 conversations d'une demi-heure qui vous présenteront un petit peu tout le dispositif qui ont été établis, mais spécifiquement aux sciences de la vie et spécifiquement au portail site, donc dans lequel il y a la géologie, les mathématiques, la physique, la techno, etc. Donc ce sont des choses assez spécifiques, mais peut-être pour lesquelles vous serez amené à candidater et peut-être avoir une réponse WICI dans votre dossier avec voilà, cette formulation disant voilà, vous êtes primé en oui, si. Et donc pour avoir tout le détail, eh bien voilà, vous aurez les liens sous la vidéo ou à côté, on verra comment vous les met, mais voilà, vous les aurez sans souci. Le dernier point sur lequel j'aurais souhaité m'attarder, parce que ce sont souvent des questions de parents qui me demandent qu'est-ce qu'il vaut mieux pour mon enfant, qu'il aille dans une formation en privé ou dans une formation en public. Eh bien, je vais vous dire, il n'y a pas de concurrence réelle entre public et privé, contrairement à ce que l'on peut entendre par-ci, par-là. Je vous le disais tout à l'heure, en infocom, en lettres modernes, en philo, il y a bien souvent plus de 3 fois le nombre de places en nombre de dossiers. Donc, il n'y a aucune concurrence et nous ne sommes pas en train de dire que le public est meilleur que le privé ou que le privé serait meilleur que le public. D'ailleurs, bien souvent, dans les écoles privées, ce sont d'anciens étudiants qui enseignent et ils ont un très bon niveau puisqu'ils sont devenus enseignants et ils attendent parfois la possibilité de rejoindre l'enseignement public, l'université. Mais franchement, c'est un choix personnel que de décider d'aller rejoindre une formation privée ou de rejoindre une formation publique. Dans le public, on vous demande de la maturité et peut-être que cela convient mieux à certains étudiants d'être très encadrés dans des formations privées, mais pour une grande majorité des étudiants, la formation publique est suffisamment encadrée pour pouvoir suivre des études normales. La seule chose sur laquelle je voudrais m'arrêter et qui est très importante, c'est la nature du diplôme qui vous sera délivré lorsque vous aurez terminé vos études. Ne confondez pas un bachelor avec une licence et surtout ne confondez pas un master E-RE qui est délivré par des formations privées avec un master MASTER qui est un diplôme européen. Voilà, c'est très important. Je sais qu'il y a une confusion là-dessus. Le bachelor est un diplôme privé, la licence est un diplôme du public, le master E-RE est un diplôme du privé et le master MASTER est un diplôme du public qui a une valeur européenne. Je voudrais ajouter quelque chose à ce niveau-là. Bien sûr, on peut aller se former dans les privés. Faites attention au diplôme. Vérifiez la mention RNCP, qui veut dire reconnu par l'État ou pas. Parce qu'il est vrai qu'il y a plein d'écoles privées qui peuvent délivrer, qui coûtent très cher et qui peuvent délivrer des diplômes qui ne sont pas reconnus. Donc, à vous de vérifier, je le répète, RNCP. Normalement, vous devez le trouver sur les sites de différentes écoles privées. Voilà. Je tiens à rajouter là-dessus que sur l'ensemble des écoles
public ou de l'université, généralement, on fonctionne avec ce qu'on appelle des ECTS, des crédits. Hein. C'est-à-dire que vous devez en avoir 180 pour avoir une licence 60 par an. Ce qui veut dire que dès que vous avez ces crédits-là, il vous donne la possibilité de pouvoir aller faire des études au Portugal, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Normalement, je crois qu'avec l'accord du Brexit, Erasmus devrait encore fonctionner. Non, il ne fonctionne plus. Non. Ça ne fonctionne plus. Bon, mais ça va fonctionner dans quelques mois, le temps de remettre tout ça un peu d'aplomb. Mais pour cette année, ça va être loupé pour aller faire ses études à Londres. Même à Madrid, Rome, c'est toujours possible, et Berlin. Ce que je veux dire par là, c'est que l'université de Nice, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est une formation d'excellence. Hein. On parle du public-privé, c'est gratuit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien avoir conscience que quand on fait de la communication, quand on fait du commerce ou de la gestion, ou des sciences, de l'ingénieur à l'université, eh ben, on a accès aux meilleures formations qui puissent exister ici en France. L'université française, quelles que soient les universités, hein, offre vraiment une qualité du diplôme qui est reconnue partout dans le monde. Et ça, il faut que vous soyez... que vous ayez conscience de ça quand même. Et c'est en plus quelque chose qui coûte vraiment gratuit. C'est-à-dire que ça va vous coûter 300-400 € en fonction de ce que vous allez choisir comme option dans votre inscription, ce qui veut dire presque rien du tout, puisque dans ces 300-400 €, je ne sais plus combien c'est l'inscription exactement, il y a aussi la mutuelle étudiante. Donc, vous voyez que on est vraiment sur ce qu'on appelle un vrai service public, et je tiens à le faire remarquer parce qu'on l'oublie trop souvent ces derniers temps, et l'université de Nice est reconnue comme une belle université, comme une université qui publie beaucoup, où il y a d'énormes pépites, où il y a des laboratoires reconnus mondialement. Alors je pense bien sûr aux maths, à l'archéologie, en géographie, mais voilà, on est au centre. Dire, quelle que soit la discipline, il y a toujours un laboratoire qui est reconnu nationalement, internationalement dans un domaine de recherche. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Je dirais un dernier petit mot. On en a parlé rapidement des doubles licences. Tu en as parlé, Fabrice, mais voilà. Point majeur, c'est comme tu parles d'excellence, c'est vrai que ces doubles licences, il y en a beaucoup maintenant à Nice, qui sont, on va dire, qui des fois, on va dire, combinent des matières qui des fois peuvent être, on va dire, pas très liées. Hein. Il y a certaines qui marchent très bien, hein. Biologie, chimie par exemple, c'est une belle double licence avec beaucoup de demandes, avec on va dire des étudiants qui sont très 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 motivés. Ce sont des étudiants, alors on n'a pas beaucoup de places, hein. Tu avais dit, pour nous en sciences par exemple, il n'y a que 36 places, mais voilà, ce sont des petits effectifs, ils sont suivis, ils sont chouchoutés, ils ont beaucoup de travail, ils ont une UE supplémentaire par rapport à une licence classique, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant parce qu'en l'espace de 3 années, vous allez être occupé, vous allez devoir faire beaucoup de choses pour finalement acquérir cette double compétence, et du coup ça va, on va dire, augmenter l'éventail de vos possibilités pour la suite. Il y en a qui veulent intégrer des écoles d'ingénieurs, et donc les écoles d'ingénieurs, quand on vient d'une double licence, on va présenter un dossier, il y aura aussi des épreuves écrites. Et bien quand vous êtes dans des filières assez sélectives et assez exigeantes, généralement vous réussissez mieux ces concours-là, qui sont donc les concours dits B passant par la fac. Également les masters s'ouvrent beaucoup plus, c'est-à-dire les masters, selon la double compétence que vous avez, vous allez pouvoir candidater sur un plus grand nombre de masters, et il y a beaucoup de masters qui sont contents, qui aiment les doubles licences. Donc là aussi, assurez-vous déjà de voir s'il existe ou pas un master qui est lié à cette double licence. Je pense par exemple, je parlais à l'instant de la chimie bio, la double licence chimie-biologie, les masters qui sont en biochimie sont hyper intéressés par ces étudiants-là, parce qu'ils ont à la fois une compétence bien développée en biologie et aussi en chimie, alors que la licence de biochimie pure, elle, est encore un petit peu différente. Donc ça fait des profils plus larges, des profils hyper intéressants, qui font que les étudiants ils ne sont pas les mêmes, ils sont différents, et dans des masters qui ensuite amènent soit au monde professionnel ou alors à des thèses,
c'est toujours intéressant d'avoir ces publics-là. Donc, voilà, là-dessus, si ça vous intéresse, il n'y a pas beaucoup de place, mais si ça vous intéresse, que vous êtes, on va dire, vous êtes engagé, vous êtes motivé, vous n'avez pas peur de l'effort, vous n'avez pas peur de fournir des efforts, vous n'avez pas peur, je le disais en boutade tout à l'heure, mais de perdre un peu de temps par rapport à des séries que vous pourriez regarder sur des plateformes en streaming. Foncez, vous n'allez pas faire une première année 10 fois dans votre vie. Donc, c'est maintenant. Voilà, vous foncez, vous bossez à fond et ensuite, voilà, le résultat, c'est qu'au bout de 3 ans, vous aurez quelque chose d'un peu plus ouvert, si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, mais il y a une charge plus importante. Voilà. Moi, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à Parcoursup. Nouveauté, évidemment, un bac nouveau et une nouveauté sur le Parcoursup. Vous trouvez une rubrique lorsque vous faites le déroulé d'une formation, vous trouvez la rubrique Bac Plus 2021 qui vous donne des conseils pour savoir si vous êtes dans la bonne filière ou pas. Parcoursup fournit beaucoup d'informations, mais je vous conseille également 2 autres sites qui sont fort intéressants, notamment Terminal 2020-2021, qui s'est enrichi cette année avec plusieurs MOOC. MOOC, c'est des micro-formations qu'on peut faire, qui peuvent vous servir d'enrichir votre projet motivé. Et également Horizon 2021, qui vous aide à vous projeter par rapport à vos enseignements des spécialités, de vous projeter dans les formations universitaires. Merci à vous 4 d'avoir pris le temps d'intervenir sur ce sujet. On espère qu'on a pu éclaircir de nombreux points. Et merci à vous qui nous avez regardé aujourd'hui.